Alors bonjour chers collègues de BioInfo. Donc encore une fois, désolé de ne pas pouvoir être là en personne. J'espère que cette vidéo va pouvoir compenser pour mon absence. Donc ce que je vais faire, c'est parler de séquençage pendant à peu près 3 heures. Donc 3 heures, c'est pas beaucoup pour couvrir tous les algos de séquençage qui existent, qui ont été développés en BioInfo. Donc je vais vraiment vous donner une petite introduction sur les techniques fondamentales de séquençage du point de vue algorithmique, toujours, c'est le thème du cours. Mais sachez que c'est un domaine de recherche super actif, donc moi je vous montre juste le point de départ des algos qui sont développés actuellement. Si jamais ça vous intéresse de vous embarquer dans de la recherche en séquençage, au moins vous aurez les bases. Donc, comment je fonctionne? Ben, ça, j'ai ma tablette, donc ce que vous voyez, c'est ce que j'écris là-dessus. Donc, oui, il y a une webcam, là, mais la plupart du temps, je vais être penché sur ma tablette. Euh, donc, je m'en sers comme un tableau. OK, donc, la première chose de laquelle je voudrais parler, c'est du séquençage, comment c'est fait, pas du point de vue algorithmique, mais vraiment comment c'est fait, comment est-ce qu'on extrait les nucléotides ou les acides aminés quand on séquence des protéines. Je vais me limiter aux nucléotides là, dans ce cours. Euh, et puis, je vais juste parler grossièrement de comment c'est fait. En particulier, je vais parler du séquençage Sanger. Donc, séquençage Sanger. Donc, Sanger, c'est un récipiendaire du prix Nobel. Ça a été le premier à développer une technique qui fonctionnait pour séquencer des séquences d'ADN. Il a fait ça à peu près dans les années 70, là, 1977, là, si je me rappelle bien. C'est là qu'on a vu l'avènement de son séquençage. Et puis, comment ça fonctionne? En gros, j'entre pas dans tous les détails biologiques, comme d'habitude. Euh, la première chose qu'il faut faire, c'est fragmenter l'ADN. On n'est pas capable de séquencer un chromosome tout entier. Il y a certaines techniques qui commencent à être capables, mais dans son cas, Sanger avait besoin de fragmenter l'ADN. Donc, disons que vous avez un segment d'ADN à séquencer, par exemple un chromosome. Vous êtes obligé de le fragmenter en plusieurs petits morceaux qui peuvent se chevaucher. Okay, donc, il y a des méthodes biologiques pour faire ça. Il y a des enzymes qui sont capables de venir couper l'ADN à des endroits à peu près aléatoires. Donc, des enzymes, c'est des sortes de protéines qui sont capables de faire ça. Donc, ça, c'était déjà connu depuis longtemps. Apparemment, c'est facile pour un biologiste. Ça, j'ai jamais fait ça, mais mes compétences en laboratoire sont limitées, mais apparemment, ça se fait. Euh, Là, ce qu'on voudrait faire avec ces fragments, c'est on voudrait les dupliquer, les amplifier. On voudrait plein de copies de chaque fragment pour être capable de bien les séquencer. Parce qu'un fragment en particulier, c'est tout petit, c'est minuscule, microscopique. Donc, pour être capable de le séquencer, faut le dupliquer. Pour le dupliquer, euh, on va l'insérer. Bon, on va insérer chaque fragment euh, dans un vecteur de clone. Je sais pas si c'est le terme correct en français. En anglais, ils appellent ça un cloning vector. Ok, donc un cloning vector. Ok, ça, c'est juste un terme générique pour désigner un vecteur, un récipient qui va nous servir à cloner ce qu'on veut cloner. Donc ici, on veut cloner des fragments. Typiquement, on va utiliser des bactéries comme vecteurs de clone. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est d'insérer nos fragments dans des bactéries, euh, plus précisément dans des plasmides. Donc, des plasmides, c'est quoi? C'est des molécules d'ADN qui sont circulaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un certain point au début du cours, je vous ai parlé de séquences circulaires. Ben, les bactéries contiennent des séquences circulaires qu'on appelle des plasmides. Donc ici, je vous parle du cas particulier de vecteurs de clones qu'on appelle les plasmides. Ce qu'on est capable de faire, c'est... Attendez, regardez ce que je vais faire. On va dessiner les plasmides en bleu. Ok, donc au départ, on avait nos gentils petits plasmides et ce qu'on est capable de faire, c'est euh, juste d'insérer nos fragments à l'intérieur des plasmides. Encore là, j'entre pas dans les détails de la biologie de comment ça se fait, mais on est capable de couper voilà,
de couper notre plasmide en deux, de l'ouvrir et de venir incorporer nos fragments. Ok, donc ça, ce que je mets en noir, là, ce sont les fragments qu'on veut séquencer. En fait, je peux entrer un petit peu dans les détails parce que ça rejoint un petit truc duquel on a déjà discuté. Bon, ce qui se passe, c'est que comment on utilise ces bactéries, c'est que les bactéries, entre autres, bon, ont leur ADN normal comme on a tous, et elles ont leur plasmide, qui sont de l'ADN aussi, mais bon, ici on a les chromosomes. Les plasmides, on les considère pas comme des chromosomes, mais c'est de l'ADN quand même. Et puis, ce qu'on sait faire, c'est ouvrir un plasmide. Donc, je vais juste discuter brièvement parce que ça a un intérêt pour les bioinformaticiens de comment ouvrir un plasmide. Une des façons, en tout cas. Je sais pas, je vous donne un morceau de la séquence d'un des plasmides. Donc, c'est deux brins complémentés. Vous vous rappelez de ce concept de complémentation sur l'ADN. Okay, les G sont complémentés par des C, les C complémentés par des G, les T par des A, et ainsi de suite. Okay, donc ça, c'est un bout d'ADN du plasmide. Et puis, il s'avère qu'il y a des protéines, qui sont des enzymes de restriction, qui sont capables de venir couper cet ADN. Okay. Et puis, ces enzymes ont des cibles spécifiques. Comme par exemple cette enzyme que je dessine ici, ben, sa cible, ça va être la séquence qu'on trouve ici. Okay. Et puis ce que ça fait, cette enzyme, quand ça détecte, quand ça vient se connecter à ce segment d'ADN, eh bien ça vient le couper, mais ça ne vient pas le couper de façon exacte en deux. En fait, ça va le couper en laissant sur un brin. Je sais pas, moi, ça peut être bien des choses, là, mais ici, dans l'exemple, ça va laisser AGC, GC. Et là, ça va être coupé ici, comme ça. OK? Et de l'autre côté, ça c'est un C qui va ici, pardon. Et ici, on a le T avec ce qu'il y avait en dessous. OK, donc AGC, GC. Ok, donc ça a été coupé, mais de façon inégale, de façon non symétrique. Ok, donc si je le dessine, là, ce que l'enzyme a fait est venu couper ici, comme ça. Ok, ça c'est pratique parce que ce qu'on peut faire une fois qu'on a lancé cette enzyme et qui est venu couper un segment d'ADN circulaire, on est capable de venir insérer notre séquence, notre fragment qu'on veut séquencer. En complémentant le bout qu'il y a ici. Et le bout qu'il y a ici. Ça veut dire que je peux designer une séquence où est-ce que je vais avoir bon, le complément de la première partie. Ok, donc ça c'est ce que je veux séquencer. Je design ça pour que ça vienne s'attacher ici. Et là je dis que bon, j'ai ma séquence. Ça, c'est pas de l'ADN, ce n'est que conceptuel. Et de l'autre côté, je vais avoir GC. GC. N'est-ce pas? Et puis, c'est ça, j'aurai ma séquence. Ok, donc tout ça c'est conceptuel. Vous comprenez que ça c'est de l'ADN et que ça devrait être complémenté. Mais l'idée étant ici que j'ai exactement ce qu'il faut pour complémenter les deux parties de l'ADN qui flottent et qui attendent d'être complémentées. Ok, donc si je lance ma séquence avec ces deux bouts pour s'attacher, eh bien ça va le faire et ça va avoir inséré mon contenu. Ok. Donc ici, si j'attends assez longtemps, je vais me retrouver avec cette situation. Ma séquence. Ok, donc GC, GC, CG, CG. Qu'est-ce que j'ai? J'avais T ici et j'avais A ici.
Ok, donc j'ai effectivement réussi à insérer ma séquence. Encore là, je rappelle, j'ai pas pris le temps de prendre une vraie séquence que j'aurais eu à complémenter, mais c'est l'idée de comment on insère une séquence qu'on veut séquencer dans une bactérie. On utilise les enzymes de restriction qui viennent couper à des endroits de façon non symétrique, pas toujours en tout cas, ce qui va nous permettre d'insérer notre séquence. Ok, ça c'est la machinerie biologique qui, par désir de complémentarité, va venir insérer ce qu'on veut insérer. Okay, donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec notre bactérie, avec des plasmides qui ont notre séquence. Donc, une fois que vous avez réussi à faire ça, eh bien, les bactéries sont capables de se reproduire, comme à peu près tous les êtres vivants. Donc, si vous laissez ça, la bactérie, ça la dérange pas, elle, qui est des séquences qui a été insérées dans ses plasmides. Elle a la machinerie pour se dupliquer, pour se copier, se répliquer, en fait. Donc, elle va faire ça, vous attendez un moment, et puis, je sais pas moi, vous laissez ça la nuit, et puis le lendemain, votre bactérie avec vos séquences que vous voulez séquencer va s'être répliquée. Et c'est un des mécanismes de clonage d'ADN à séquencer. Il y en a d'autres, mais c'en est un en particulier. C'est juste pour donner une idée de comment est-ce qu'on réussit à cloner un fragment d'ADN. Donc rien de bioinformatique, rien à retenir pour l'examen si c'est tout ce qui vous intéresse. Mais c'est de là, ce sont des principes qui sont utilisés. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ACG-GCT, c'est un palindrome complémenté. Donc, donc, un palindrome complémenté. Ça veut dire que AGC, c'est GCT lu à l'envers après avoir remplacé les T par des A, les C par des G, les G par des C et les A par des T. Okay. Donc c'est un peu pour ça que j'en parlais quand j'ai parlé d'arbres de suffixe. C'est un peu pour ça que les gens se sont mis à chasser les palindromes à une certaine époque dans les génomes parce qu'ils sont ciblés par les enzymes de restriction. Okay. Donc c'est un des intérêts des palindromes. Ce que je veux dire, c'est que ce A correspond à ce T parce que quand je change le T en A, j'obtiens un A. Ce G correspond au C que j'avais parce que... bon, laissez-moi recommencer. Je peux juste l'indiquer ici. Ce A correspond à ce T parce qu'on change les T en A et les A en T. Ce G correspond à ce C correspond à ce G. Donc, c'est ça. C'est une chaîne qui est lue de la même façon à l'endroit et à l'envers une fois qu'on a remplacé les T par des A, les C par des G, et ainsi de suite, dans la deuxième moitié. C'est un palindrome complémenté et les enzymes de restriction aiment ça, d'où leur intérêt. Donc, voilà. Une fois que vous avez réussi à cloner vos bactéries, bien là, vous voulez séquencer ce fragment que vous avez inséré. Ok, donc je vais faire un zoom in virtuel sur le plasmide, sur ce que vous voulez séquencer. Ok, donc disons que vous avez le plasmide. Et puis, pour faire simple, on va supposer que ce qui venait juste avant votre segment que vous voulez séquencer, c'était du AAAA. Et puis qu'après, vous avez ACGTG. Bon, on va dire TGCAC. Et ainsi de suite. Donc, ce que vous voulez séquencer est ici. Et puis, quand vous avez inséré vos fragments, vous saviez ce qu'il y avait avant votre segment séquencé, okay, si vous avez bien fait les choses. Et puis, vous allez avoir ce qu'on appelle l'amorce, ou point d'amorce, juste avant votre segment que vous voulez séquencer. Okay, donc ça, c'est ce qui a été inséré. Et là, vous voulez obtenir la séquence de ça.
Ce que vous allez faire, c'est bon, premièrement, extraire les plasmides des bactéries. Ça, j'entre pas dans les détails de comment on fait ça. Mais ensuite, une fois que vous avez une solution avec tout plein de plasmides qui contiennent ce que vous voulez séquencer, dans votre solution, donc ça c'est, vous pouvez imaginer que c'est une éprouvette là, ou quelque chose comme ça. Dans votre solution, vous allez aussi lancer d'autres choses, donc pas juste des plasmides, mais plein de nucléotides qui vont flotter ici. Donc des nucléotides individuels, là, pas des séquences. Donc vous allez avoir des A qui flottent, des C qui flottent, des G qui flottent, des T qui flottent, d'autres A, d'autres C. Vous allez aussi avoir des nucléotides, mais des nucléotides fluorescents. Donc ça, c'est des nucléotides spéciaux qui vont servir au séquençage. Ok, moi je vais les dénoter par des A étoiles, C étoiles, G étoile, T étoile. En fait, c'est des dédioxy nucléotides parce qu'il leur manque un oxygène par rapport aux autres. Et puis, ils sont fluorescents parce que, bon, si vous vous rappelez, là, la structure des nucléotides avait la forme suivante. Ici, bon, on avait les points d'attache, mais ici, on avait la base. Et puis, il s'avère qu'on est capable d'ajouter du contenu, du matériel biologique à la base et on peut les rendre fluorescents. Donc, c'est ce qu'ils font. Là. Donc, je sais pas, si je donne l'exemple du A fluorescent, eh bien, vous avez un nucléotide dont la base est A, mais un A fluorescent. Je n'embarque pas dans les détails de comment ça se passe. L'important, c'est que ces nucléotides fluorescents forment l'arrêt de la transcription parce qu'il leur manque un oxygène. Okay, donc, la machinerie biologique est capable de les insérer sur une séquence, mais une fois qu'ils sont insérés, la transcription arrête. D'accord. Donc, vous avez ça dans votre solution et vous avez aussi plein de séquences d'amorces. Donc, des primers en anglais. OK. Donc, ce sont des toutes petites séquences qui sont destinées à venir s'attacher au point d'amorce que j'ai mentionné plus tôt. Donc, amorce, ou en anglais, des primers, qui vont venir initier la transcription. Donc, OK. Donc, vous avez une solution avec tout ça. OK, donc, votre plasmide, tout plein de nucléotides qui flottent ici, des nucléotides fluorescents et des amorces. Okay? Et tout ça, ça va venir se mélanger pour qu'on soit capable de venir obtenir la séquence de ce qui est à séquencer. Comment? Je vais essayer d'accélérer un peu. Mon but, c'est de parler de bio-info et pas juste de machinerie biologique. Mais je trouve ça important de savoir un peu d'où ça vient. C'est quoi les méthodes de séquençage. Je pense que c'est bien de comprendre Sanger. Bon, c'est plus ce qui est utilisé massivement partout, sauf quand on veut de la précision. Mais quand on comprend Sanger, je pense qu'on est capable de comprendre les autres méthodes de séquençage. Sont un peu basées sur les mêmes principes. Donc, c'est pour ça que j'en parle. D'ailleurs, quand j'ai pris le cours de bio-info il y a un certain nombre d'années, parce que j'ai déjà été étudiant, on m'a juste parlé des algos de bio-info sans dire d'où venaient les séquences. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'aurais bien voulu qu'on m'en parle un peu plus. C'est bien de comprendre d'où viennent les données qu'on nous donne. OK, donc ça c'est, on a le plasmide, on a tout ça qui flotte. Donc ce qu'on va faire, c'est on va chauffer la solution. Et ce qui se passe quand on chauffe la solution, eh bien c'est que tous ces nucléotides qui étaient appariés, complémentés, se dénaturent. Donc ces liens de complémentarité se défont, okay, si votre solution est assez chaude. Et vous allez vous retrouver avec juste le brin inférieur. En fait, les deux brins vont se séparer. Et puis, nous, on va s'intéresser au brin inférieur. Donc, quand vous chauffez la solution, TGCAC, TGCAC, vous vous retrouvez avec tout ce brin qui n'attend que d'être complémenté, apparié. Et là, si vous attendez,
eh bien, vous allez avoir vos petits vos primers, vos amorces qui, par chance, complémentent exactement ce qui venait avant ce que vous vouliez séquencer. Okay? Vos points d'amorce. Donc, ces AAA vont venir se connecter à votre point d'amorce. C'est pour ça qu'ils sont dans la solution. Ils sont là exactement pour se connecter à ce qui vient juste avant ce que vous voulez séquencer. Donc, vous avez les AAA qui vont venir ici parce que ça ne désire qu'à être complémenté. Et puis, là, vous attendez un moment, vous lancez de la polymérase ou des protéines qui initient la transcription, qui engendrent les mécanismes de réparation de l'ADN. Et ces protéines vont réaliser que, OK, il y a un bout de complémenté ici, mais il manque tout ça. Il faut venir le réparer. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, la machinerie biologique va utiliser les nucléotides qui flottent dans votre solution pour venir complémenter le T, puis complémenter le G, puis le C. Et éventuellement, par chance ou par hasard, elle va prendre un des nucléotides fluorescents que vous aviez et venir le mettre ici. Et là, si vous vous rappelez, j'ai dit que ces nucléotides fluorescents arrêtent la transcription, donc ça va s'arrêter ici. Donc, vous aurez eu votre amorce qui va avoir été séquencée. Et puis ici, vous avez les 4 premiers nucléotides de la séquence que vous vouliez séquencer. Okay, A, C, G, G étoile. Ok, là, ça s'arrête ici. Parce que vos fluorescents arrêtent la transcription. Donc, ce que vous allez faire, vous allez encore chauffer ça. Et ce qui va se passer, bon, ça va encore se séparer. G, C, GCCAC. Et là, puisque ça s'est séparé, bien, le petit bout que vous avez réussi à complémenter, à apparier, va se séparer et flotter dans la solution. Donc là, vous vous retrouvez avec un amorce avec ACGG étoile. Et là, vous allez répéter cette expérience. Donc ça, il faut faire ça un certain nombre de fois. Et la prochaine fois que vous allez le répéter, vous allez avoir l'amorce qui va se faire avec TAGCCAC. Peut-être que la prochaine fois, eh bien, ça va se rendre plus loin ou moins loin. Peut-être que la prochaine fois, ça va venir prendre un C étoile et venir le placer ici. Et là, vous allez vous retrouver avec un C étoile qui flotte dans votre solution. Et à la fin, si vous répétez ça assez souvent, bon, ça se peut que le même C étoile ou le même G étoile vienne terminer la transcription plusieurs fois, mais si vous répétez ça assez de fois, chaque sous-chaîne, chaque préfixe en fait de la chaîne que vous voulez séquencer va être quelque part dans votre solution. Ok, donc après plusieurs cycles de ça, eh bien, vous allez vous retrouver avec A, avec A étoile. A étant le premier caractère de la séquence que vous voulez séquencer. Vous allez en avoir quelques-uns dans votre solution et vous allez avoir des A, C étoile dans votre solution. Non, A, C étoile. Et ainsi de suite. Ok, jusqu'à toute la longueur de votre séquence. Je sais pas, moi, peut-être ça finit par T étoile. Ok, donc l'idée c'est que chaque préfixe possible de votre séquence est présent dans la solution. Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est extraire les derniers caractères de chaque préfixe pour être capable de reconstruire la séquence dans son entièreté. Okay, et puis là, faut faire affaire à de la machinerie un peu plus avancée, si on veut. Ce qui se passe, c'est que vous avez ça dans votre solution. Et puis l'idée que Sanger a eue, bon, tout ça c'est l'idée de Sanger, là. C'est pas pour rien qu'il y a un prix Nobel, c'est quand même laborieux comme procédé, mais c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ce qu'il fait, c'est qu'il attache ça à une machinerie
électrique qui est capable de détecter. Okay, je vais utiliser la terminologie simple. C'est un détecteur de fluorescence, un détecteur d'étoiles pour nous. Okay. Et puis, ce qui se passe, c'est que puisque le dernier, puisqu'on n'a pas tous les caractères qui sont appariés dans ces séquences, sont chargés négativement. En particulier, c'est les brins fluorescents ont une charge négative. Donc, les nucléotides fluorescents sont chargés négativement et vont être attirés par une charge positive. Donc, vous avez votre machinerie qui envoie des charges positives et qui est capable de détecter les nucléotides fluorescents. Donc, quand vous activez ça, vous avez du négatif à gauche, du positif à droite. Ils vont être vos chaînes de caractères, vos sous-séquences vont être attirées vers le positif. Et au milieu de tout ça, vous mettez une sorte de gel qui va ralentir les sous-séquences. Et ce qui va se passer, c'est que à travers ce gel, les séquences qui sont plus petites vont passer plus rapidement dans ce gel, okay? Parce que leur masse est plus petite. Donc, ce qui va se passer, c'est que A étoile va arriver en premier dans ce détecteur d'étoiles. Et ensuite, vous allez avoir la deuxième plus longue séquence, qui ici est A avec AC étoile. Ça, c'est pas un C, c'est un A. Attendez, C étoile. Et ensuite, vous allez avoir la prochaine, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est que vos séquences vont rentrer dans l'ordre de longueur de préfixe de séquence. Donc, quand ça arrive ici, bien, ça va commencer par détecter que il y a une séquence avec un A étoile qui vient d'entrer. Et ensuite, une séquence avec un C étoile qui vient d'entrer, C étoile qui vient d'entrer. Je crois que c'était G étoile qui vient d'entrer. Et donc, c'est comme ça que vous allez arriver à reconstruire votre séquence. D'accord? Donc, ça, c'est... bon, je suis sauté par-dessus plein d'étapes. S'il y a des biologistes qui écoutent, mes excuses si, si j'ai sauté trop vite sur certaines choses. Mais je ne veux pas m'embarquer dans plus de détails que ça. C'est vraiment l'idée du séquençage Sanger. Pour nous, bioinformaticiens, ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne bien que jusqu'à... on va dire jusqu'à, ils disent, entre 1000 BP, donc 1000 base pairs, jusqu'à 1500 base pairs. Je ne sais plus si je l'ai mentionné, base pairs, BP ça veut dire base pairs. Okay, je le laisse comme ça parce que c'est l'unité qui est utilisée à peu près partout dans la littérature. Ce sont des paires de bases. Donc pour nous c'est juste un nucléotide. Mais souvent on appelle ça des paires de bases parce que bon, c'est des bases et elles sont appariées. Ok, mais pour nous, c'est ça, c'est juste des nucléotides. Donc ça fonctionne bien pour séquencer des séquences de 1000 à 1500 nucléotides. Si vous voulez séquencer un chromosome en entier ou un génome en entier, vous vous rappelez que l'humain, c'est à peu près 3 milliards de paires de bases. Donc, il faut répéter ça un certain nombre de fois, quelques milliers, même milliards, quelques millions de fois, pour être capable de séquencer tout l'ADN de tout un génome. Donc ça, c'est coûteux. C'est pour ça que le projet de séquençage du génome humain dans les années début des années 2000, quand il a fini, ça a coûté quelques milliards à faire. Puis maintenant, pour séquencer un génome, ce n'est plus ce qu'on utilise. Ce serait trop coûteux, ce serait trop long. En fait, le problème, c'est pas à cause de la longueur des fragments qu'on est capable de séquencer, mais c'est la longueur du procédé, de chauffer une solution, de recommencer, de réchauffer, et ainsi de suite. Ça, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est quand même l'idée du séquençage. Mais bon, pourquoi je mentionne ça? C'est que pour nous, ce qu'on obtient, donc on obtient juste beaucoup de fragments de longueur variable.
mais on va dire moins que 6500 BP. Okay. Et surtout, c'est qu'on ne connaît pas leur provenance ou leur position sur le génome. Okay, parce que dans la première étape de fragmentation, oui, on a fragmenté des segments d'ADN et on les a insérés sur des vecteurs de clones, mais après la fragmentation, on ne sait plus où appartiennent, à quelle position appartient chaque fragment. Okay, donc la problématique ici, c'est qu'une fois que les biologistes ont fait leur travail et nous ont donné le résultat de leur séquençage, on se retrouve juste avec plein de bouts d'ADN et on ne sait pas trop d'où ça vient. Et bon, ce qu'on doit faire, bien, c'est reconstruire le génome à partir de ces fragments. Ce qui est important, c'est que ces fragments sont chevauchants, je l'ai mentionné, et on va utiliser ça pour reconstruire des séquences plus tard. Donc, c'est la problématique. Je vais peut-être mentionner rapidement les méthodes de séquençage actuelles qui sont utilisées. Donc ça, c'est le séquençage Sanger. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Next-Gen Sequencing ou Next-Gen séquençage, pour rester en français autant que possible. Donc ça, c'est les technologies là, vraiment qui ont apparu. Ça fait longtemps que c'est développé, c'est devenu une mode en 2008 et plus, là, si je me rappelle bien. Donc, dans ces techniques de Next-Gen séquençage, de Next-NGS, ça c'est la terminologie qui est aussi bonne en anglais. L'amélioration principale qui a été faite, ça a été de faire de la parallélisation massive de ce procédé. Okay, donc, Sanger, c'était parallélisable parce qu'on pouvait cloner c'est ça, parce qu'on pouvait cloner des vecteurs de clones. Mais ça avait un potentiel de parallélisation limité. Mais vraiment, les technologies qui ont été développées nous permettent de faire vraiment de la parallélisation massive de séquençage. Donc, même si les fragments sont petits, on en a tellement et c'est tellement parallélisé qu'on est capable de faire ça sans que ça prenne trop de temps. Je peux essayer de parler de l'idée. Bon, il y en a plusieurs. Donc, quand on parle de NGS, de Next Gen Sequencing, on parle en fait de plusieurs technologies. Donc, plusieurs technos. Je ne sais pas, pour en nommer quelques-unes, il y a Illumina. Illumina, c'est un nom de compagnie, donc eux font du séquençage pour un certain prix. Vous avez PacBio qui existe. Je ne vais pas parler de tout ça et de comment ils font. Nanopore qui est de plus en plus populaire. Eux disent qu'ils peuvent peut-être arriver à séquencer de longs fragments d'ADN, peut-être des chromosomes entiers, sans avoir à passer par cette fragmentation. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont là-dessus. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça se pourrait qu'on voit beaucoup de ça dans le futur. Mais pour l'instant, c'est vraiment Illumina qui domine. Et puis, bon, pour dire brièvement ce qu'ils font, Illumina, ce qu'ils sont capables de faire, c'est... Bon, ils ont comme des plateaux, des lanières, ils appellent ça des lanes en anglais. Donc, des plateaux, j'essaie de changer de couleur, je sais pas si je vais y arriver. Ah ouais, ok. Donc, ils ont des plateaux, et sur ces plateaux, ils ont comme des petits brins, qui est pas trop long, là. C'est vraiment pas beaucoup de nucléotides. On est dans les dizaines. Ils ont des petits plateaux comme ça. Ça, il y en a vraiment beaucoup, là. On parle de milliards de petits brins qui sont vraiment attachés à la verticale en bas de ces plateaux. Donc, ils réussissent à faire ça. Et qui attendent d'être complémentés. Et de l'autre côté, ils ont les fragments qu'ils ont amplifiés. Mais pas de façon massive encore, mais c'est ça, vous avez plusieurs fragments que vous voulez séquencer auxquels ils ont ajouté des séquences complémentaires aux petits brins qui flottent à la verticale ici. Donc ça ce sont les fragments à séquencer que je mets en noir, et en bleu,
C'est ce qu'on a attaché au bout pour être capable de complémenter les petits brins qui sont attachés au plateau. Donc en noir, c'est ce qu'on veut séquencer. Et puis quand vous envoyez ça sur les lanières, ben, ce qui va se passer, c'est que ils vont venir s'attacher au brin. Donc vous allez vous retrouver avec toutes sortes de bleus, mais ces bleus sont complémentés. Donc ça ne va pas arriver partout, juste à certains endroits. De façon suivante. Donc c'est ultra vulgarisé parce que je ne vais pas passer une éternité là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est ça, c'est que certains des petits brins qui étaient attachés à votre plateau vont avoir été complémentés. Ok, donc en deuxième étape, vous avez ça. En troisième étape, vous avez des clusters que vous voulez séquencer. Pardon. Par amplification. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, vous avez certains fragments qui sont venus s'attacher. Eh bien, ces fragments vont être clonés, amplifiés en utilisant les petits brins qui sont attachés, qui sont autour d'eux, mais qui n'ont pas encore été appareillés. Ok, donc ça, ces fragments pourraient être différents, mais on s'assure que bon, voilà, tout ça, ça va être tout ça, ça va être amplifié, cloné, de façon à ce que vous ayez des clusters qui contiennent les mêmes fragments que vous voulez séquencer. Donc, c'est ce que je veux dire par formation de clusters. Là. Ce que j'encercle avec mes lignes en pointillés, c'est des clusters à séquencer. Okay, donc ici, j'en ai juste 2 par cluster, mais typiquement, vous en avez beaucoup, sûrement dans les milliers. Okay, dans ces clusters. Donc, ça, c'est un cluster, ça, c'est un cluster, ça, c'est un cluster. Et chacun de ces clusters contient le même fragment à dupliquer. Donc, il s'arrange vraiment pour que le fragment qui est amplifié dans les clusters soit le même. Donc, vous vous retrouvez, c'est ça, avec des clusters qui ont plein de fois la même séquence à séquencer. Et bon, une fois que vous avez ça, je vais faire un zoom in sur un de ces fragments. Donc, vous avez le bleu ici. Je sais pas moi, qui était peut-être... on va faire simple, on va dire que c'est AAAA. Et ici, on va faire simple, dire que c'est TTTT, c'est ce qui est venu se compléter. Et qu'en noir, ce que vous vouliez séquencer, c'était peut-être CACGTA. Eh bien, la technologie qu'Illumina ont développée, c'est que, bon, il y a encore la machinerie qui va venir réparer et insérer ce qui manque ici, qui a détecté que ça a été partiellement apparié, donc va vouloir réparer. Ce qu'ils sont capables de faire chez Illumina, c'est de faire en sorte que maintenant vous avez juste des C étoiles, juste des nucléotides fluorescents, okay, pas de nucléotides normaux. Et ils font en sorte que quand le C étoile vient s'apparier à son C, il émet un signal lumineux, qui est un signal de couleur C étoile, on va dire. Okay, chaque nucléotide émet son propre signal et ils sont capables de détecter ce signal lumineux quand la connexion vient se faire. Donc, quand le C vient se connecter, vient s'apparier à l'autre C, il y a un signal C qui est émis. Et quand le A vient se connecter, eh bien, il y a un signal A qui est émis. Donc ça, je vais l'effacer. Quand il y a un... Ah, c'est pas un A qui va ici, c'est un T, excusez-moi. Donc ici, il y a un T qui va vouloir venir s'apparier et il va émettre un signal lumineux de T. Et ensuite, il y a un G étoile qui va venir s'apparier et quand l'appariement se forme, il émet un signal lumineux. Et puis, c'est ça. Si vous enregistrez tous ces signaux lumineux dans l'ordre dans lequel ils se passent, dans lesquels ils se passent, vous êtes capable de reconstruire la séquence. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vous ayez des clusters. Si vous avez juste un brin qui émet des signaux lumineux, c'est pas un signal assez fort pour être capté avec assez de précision. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut des clusters.
avec suffisamment de brins qui sont capables d'émettre suffisamment de signaux. Mais une fois que vous avez ça, vous envoyez ça à un logiciel d'analyse, de traitement de signaux, et il est capable de vous reconstruire la séquence. Ok, mais ça fonctionne. Avec des fragments de longueur. À ma connaissance, je sais. Excusez-moi, je cherche pour voir si je me le suis noté quelque part. Oui, de longueur, ils disent entre 50 et 300 paires de bases. Donc, ça vous donne des fragments qui sont encore plus petits qu'avec le séquençage Sanger. Par contre, cette technologie fait de la parallélisation massive et n'a pas besoin de reprendre des cycles plein de fois pour obtenir chaque préfixe d'une séquence. Vraiment, là, ça se passe live, en direct. Pendant que les appariements se font, il y a la captation de signaux lumineux qui se fait en direct, ce qui fait en sorte que ça se fait plus facilement. C'est plus facile à paralléliser qu'avec Sanger. Par contre, ça ne donne que des fragments petits parce que la raison qu'ils disent, qu'ils évoquent que de pourquoi on ne peut pas aller plus loin, c'est qu'on a besoin de synchroniser. Okay, c'est que si on va plus loin, c'est qu'on entre dans des problèmes de synchronisation de signaux sur cluster. Okay, parce que, comme je l'ai dit, pour que le signal soit assez fort, il faut que le cluster en entier envoie le même signal lumineux. S'il y a un A qui vient se connecter, on espère que tous les A viennent se connecter en même temps à tous les fragments du cluster. Je perds la voix. Et puis, il faut que tout ça soit synchronisé. Et bon, au-delà de 300 paires de bases, ils disent que le signal, la synchronisation est plus difficile et ça mène à trop d'erreurs si on va plus loin que ça. Ok, mais je dirais que c'est une des technologies dominantes du moment. Il y a PacBio qui donne des séquences plus longues. Je n'entre pas dans ce qu'ils font. Je voulais juste donner une idée de parallélisation massive. Mais sinon, voilà. C'est l'histoire courte du comment ils font le séquençage. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des petites animations, je vous invite à aller voir les vidéos YouTube. Je vais mettre les liens sur la page du site. Mais c'est expliqué vraiment avec des animations mieux que moi je l'ai fait, que j'ai pas d'internet pour l'instant. Mais ça explique assez bien comment le séquençage est effectué, si ça vous intéresse. Ok, d'accord. Donc, parlons un peu de bioinfo maintenant. Donc, je me fais une nouvelle page. On va ajouter des lignes. Et puis, maintenant, je voudrais parler de cette problématique. Donc, le problème qu'on a, c'est que en entrée, si vous avez suivi, vous vous rappelez que je vais appeler ça des fragments. R1, R2. Donc, on reçoit le résultat d'une analyse de séquençage. Donc, c'est plein de petits fragments, R4 jusqu'à Rn, on va dire. Ok, donc plein de petites séquences. Et ce qu'on voudrait en sortir, c'est la séquence originale qui a servi à produire ces fragments. Original. Ces fragments dans la littérature, ils appellent ça des reads. Ok, ce sont des bouts qui ont été lus de la séquence. Ou bon, en français, j'imagine qu'on peut appeler ça des lectures. Il n'y a pas beaucoup de terminologie de la bioinfo qui a été traduite à ma connaissance. Hein. Ça, c'est une traduction libre, là, si vous connaissez le vrai terme d'un read en français. Dites-le moi, mais c'est ça. Je vais appeler ça des reads ou des lectures. Okay? Donc, c'est ces petits fragments qui ont été extraits de l'ADN par le séquençage. Donc, c'est tout ce qu'on a. Et à partir de ça, on voudrait être en mesure de reconstruire la séquence originale. Okay, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut se demander comment est-ce qu'on modélise ce problème-là. Une des premières façons qui a été évoquée,
c'est par le problème de la plus courte superséquence. OK, parce que une façon naïve de reconstruire une séquence originale à partir de R1, R2, R3 et ainsi de suite, c'est juste les concaténer. Concaténer R1 suivi de R2 suivi de R3 et ainsi de suite. C'est peut-être pas la méthode la plus savante parce que il n'y a rien qui indique que ça va nous donner la séquence originale. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que la plus courte séquence qui contient toutes nos RI, c'est la séquence originale. Okay? Parce qu'il n'y a pas de raison de croire que notre fragmentation va essayer de maximiser, de minimiser les overlaps, les chevauchements. Vraiment, on voudrait... C'est le principe de parcimonie. Là. On pense que la plus courte superséquence, ce sera celle qui a donné lieu à nos fragments. OK, donc... dans ce problème... OK, donc c'est juste une modélisation de la problématique générale du haut. Donc, dans ce problème, plus précisément, on a des reads ou des lectures. Donc, R1, R2, ainsi de suite. Et ce qu'on voudrait en sortir, c'est la plus courte séquence qui contient chacun de nos reads, chacune de nos lectures. Contenant R1, R2, donc contenant tout le monde comme sous-chaîne. Ok, donc, je sais pas moi, si je vous donne un exemple, je sais pas, disons que le premier read que j'avais c'est A, C, C, G. Et puis le deuxième, c'est C, G, C, T. Et le troisième que j'ai reçu, G, C, T, A. Le quatrième, G, A, C, C. Par exemple. Et là, je vous demande de me donner une séquence qui contient tous ces mots-là, toutes ces sous-chaînes-là, qui est la plus courte possible. Je pense que l'optimal, ce serait G, A, C, A. Excusez-moi, j'ai perdu le contrôle. La vidéo YouTube que je voulais vous montrer a démarré. Elle roule en background depuis tantôt. Pardon pour cette interruption, je devrais l'éditer, mais j'ai pas envie. Donc, je laisse ça là. OK. Pardon. Donc, dans cet exemple, je crois qu'une bonne solution, ce serait G, A, C, C, suivi de G, suivi peut-être de C, T avec A. OK. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la chaîne 4. Ici, j'ai la 1. La 2 doit être quelque part ici. Oui, la voici. Et ici, j'ai la 3. N'est-ce pas? Je pense pas qu'on peut faire mieux avec cet exemple, mais c'est l'idée. Donc, en fait, pour résoudre ce problème, vous voulez maximiser les chevauchements entre les sous-chaînes dans la super séquence que vous allez produire. Bon. Donc, j'espère que c'est clair. Bon. Malheureusement, ce problème est bien connu pour être NP complet. Donc, de trouver la séquence de taille optimale, c'est un problème difficile. On n'a pas dans le Go en temps polynomial pour faire ça et il est probable qu'il n'en existe pas. Donc, souvent, ce qu'on fait pour résoudre cette problématique, résolution, on va dire commune, c'est une réduction au problème du commis voyageur. Donc, PB pour problème, donc réduction au problème du commis
voyageur. Ok, donc PB, c'est pas paire de base. Hein. J'utilise BP pour paire de base. C'est problème. Donc, problème du commis voyageur. Je sais pas si tout le monde connaît ce problème. Dans ce problème, c'est on a N villes et sur chacune entre chaque paire de villes, on a une arête étiquetée par la distance entre les deux villes. Et puis, il faut faire un cycle qui passe exactement une fois par chaque ville de façon à minimiser la somme des poids sur les arêtes. Okay. Je prends pour acquis que tout le monde a déjà vu ça. Ça devrait faire partie des cours standards d'algorithmique. Sinon, allez voir sur Wiki. De toute façon, je vais montrer un exemple d'une réduction au problème du commis voyageur. Ce qu'on va faire, c'est, étant donné nos reads, on va créer un graphe dans lequel chaque read, chaque lecture est un sommet et chaque arête est étiquetée par le nombre de caractères chevauchant entre les deux lectures. Donc, ce que je veux dire par là, c'est je vais me définir une mesure entre chaque paire de reads. Donc, étant donné RI et RJ, ce que j'appelle overlap, parce que c'est le terme standard utilisé dans la terminologie. En français, ce serait chevauchement RI et RJ. C'est le plus long suffixe de RI qui est aussi qui est un préfixe de RJ. Donc, en gros, ça nous dit si je veux mettre RI et RJ après, c'est quoi le chevauchement maximum que je suis capable d'obtenir? C'est quoi le overlap maximum que je peux avoir? Donc, je sais pas moi. Si RI c'est CGGT et RJ c'est GGTTT, eh bien, on va dire que c'est la taille. Ok. L'overlap entre RI et RJ, ça va être de 3. Parce que GGT est un suffixe de RI qui est aussi un préfixe de RJ. Ok. Donc, l'intuition, c'est ça. C'est vraiment que si je veux mettre les RI et RJ en dessous, en alignant les caractères identiques, c'est quoi la longueur maximum qui va me permettre de faire ça? Ok. Ici, je suis capable de le faire avec 3 caractères. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mesure de chevauchement entre deux chaînes de caractères. Et puis, ce qu'on va faire pour cette réduction au problème du commis voyageur, c'est qu'on va construire un graphe. Donc, j'espère que tout le monde a déjà vu c'est quoi un graphe. Sinon, ben, c'est des sommets qui sont liés par des arêtes. Donc, on va construire un graphe. G égale VE où V, c'est l'ensemble des sommets. Et puis, dans le graphe qu'on construit, les sommets, c'est juste R1, R2, jusqu'à Rn. Soit dit en passant, N peut être vraiment élevé. Là, ça peut aller dans les milliards. Donc, faut garder en tête qu'on travaille avec d'énormes graphes ici, okay, parce que des lectures, dans ce séquençage massivement parallèle, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Donc ça, c'est nos sommets et nos arêtes. Pardon. Ben, c'est toutes les paires possibles. Et puis, ce qu'on fait, c'est que chaque arête possible va être étiqueté. Donc, pour chaque RI, RJ possible, on va mettre une étiquette constituée de overlap. Donc, RI et puis RJ. D'accord. J'ai oublié de mentionner ici que ce graphe est orienté et je me suis trompé ici parce que ça ne semble pas indiquer que c'est orienté. Vraiment, nos arêtes sont orientées et chaque arête possible
est étiqueté. Donc, je vais faire un exemple. Au début, j'avais essayé de concevoir des exemples avec 5 sommets, mais même 5 sommets, ça fait trop d'arêtes, là, c'est même pas instructif. C'est un graphe complet, là, toutes les arêtes possibles sont présentes. Donc, je vais me limiter à juste un petit exemple sur 3 sommets. Donc, on va supposer que j'ai reçu 3 lectures. GCTA et puis R3 qui est TACC. Donc, le graphe qu'on construirait dans cette situation aurait un sommet pour ACCG, un sommet pour TACC et puis un sommet pour GCTA. Et puis là, je devrais étiqueter chaque arête par le overlap. Donc, chaque arête possible va être présente. J'ai ça ici. Voilà pourquoi je faisais pas un exemple avec 5 sommets. Même 4, ça commence à être lourd. Donc, je sais pas, si je m'attarde à cette arête, c'est quoi le overlap entre GCTA et ACCG? Je crois que c'est 1 parce que je suis capable d'aligner. Si j'ai GCTA, en dessous, je ne peux mettre que le A. Okay. Dans l'autre sens, parce que c'est pas symétrique, hein, ce overlap. Ici, je ne peux avoir que 1 en alignant le G dans cette direction, ACCG, GCTA. Sinon, pour cette arête ici, j'ai ACCG. Je ne crois que je peux rien faire. Mais dans l'autre sens, je peux en aligner 3 parce que j'ai ACC, qui est un suffixe de TACC, mais qui est aussi un préfixe de ACCG. Et puis finalement, ici, j'aurai un 0, si je ne m'abuse. Et dans cette direction, j'ai TATA. Ok, donc 2. D'accord? Donc, c'est ce fameux graphe d'overlap et ce qu'on veut. Ok, c'est un chemin qui passe par chaque sommet une fois. Et ce qu'on veut faire, c'est on veut maximiser les chevauchements. Donc, en maximisant les poids des arêtes. Ok, et puis l'intérêt de cette réduction, eh bien, c'est tout simplement que ça, c'est le problème du commis voyageur, version maximisation. Il y a les deux, là, on peut vouloir minimiser ou maximiser les sommes des poids des arêtes. Mais l'intérêt, c'est que ce problème a été étudié depuis longtemps par les théoriciens et plusieurs solutions algorithmiques d'approximation exacte exponentielle qui ont été développées. Donc, quand on fait une réduction comme ça, un problème hyper connu, on profite de tous les avantages qui ont déjà été étudiés largement dans les 50 dernières années et plus. Okay. Donc, il y a plus beaucoup d'heuristiques qui ont été développées pour ça. Donc, c'est ce qu'on peut utiliser pour résoudre ce problème. Donc, ouais, si je donne l'exemple d'une solution, je pense que dans cet exemple, on peut affirmer que c'est une bonne idée de prendre cette arête avec un chevauchement de 3. Donc ça serait le point de départ de mon chemin, là, TACC. Ensuite, je vais jusqu'à ACCG. Puis une fois que je suis à ACCG, eh bien, je n'ai pas de choix. Là, je peux juste aller à GCTA. Et quand vous avez le chemin, ici le chemin est en bleu, quand vous avez le chemin, ça vous donne une séquence. Okay, parce que mon chemin me dit que je devrais démarrer à TACC, puis aller à ACCG. Au lieu de dire TACC, ACCG, eh bien, je vais juste ajouter le G. Okay, parce que j'ai un overlap, un chevauchement de 3. Donc, ça me dit que pour avoir TACG suivi de ACCG, j'ai seulement le G à ajouter. Et puis, finalement, GCTA, mais j'ai déjà le G, donc il me reste qu'à ajouter CTA. Okay, donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais en suivant le chemin, ça me donne la super séquence. Qui, ici, je crois,
n'est pas optimal. Je viens à peine de le voir. Donc, ce chemin en bleu, peut-être que vous l'avez vu et que vous criez derrière vos ordi depuis tantôt, mais ce chemin en bleu me donne cette super séquence. Par contre, je vais faire un chemin en vert. Qui commence à GCTA et qui va à TACC et qui ensuite s'en va à CCG. Ok, et puis ce chemin vert me donne une meilleure solution parce qu'il y a plus de chevauchement. Ok, donc une bonne solution, ce serait plutôt de commencer par GCTA, suivi de TACC, suivi de ACCG. Donc ça, c'est une meilleure solution. Parce que ça nous donne une super séquence plus courte, ce qu'on cherchait. En fait, ce que ça dit, c'est l'algo glouton là, qui commence par incorporer l'arête de poids maximum et qui continue le chemin toujours de cette façon. N'est pas optimal. Ok. Donc voilà. Ça, c'est la problématique. Bon, donc le premier algo que j'ai fait qui ne m'a pas donné l'optimal, c'est ce qu'on appelle l'algo glouton. Okay, c'est le seul algo pour ça que je vais mentionner pour ce problème. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait juste commencer par l'arête de poids maximum. Ok. Donc, ce que je vais dire par ça, c'est je vais ajouter à mon chemin, je vais construire un chemin itérativement. Donc, je vais ajouter UV au chemin. Ici, je ne l'écris pas là, mais où est-ce que UV, c'est la paire de sommets dont le poids des arêtes est maximum. Donc, je commence par ça. Et là, ce que je fais, c'est je prends le dernier sommet du chemin courant. Le dernier sommet du sommet courant. Et puis, je vais juste ajouter, prendre le dernier sommet du chemin courant. Donc, je vais lui donner un nom à ce sommet, on va dire que c'est V. Donc, prendre le dernier sommet V du chemin courant et puis ajouter au chemin le voisin de V dont l'arête est de poids max. Ok, donc c'est un algo tout simple dont l'arête est de poids max. Parmi les choix restants. Okay, si vous avez un voisin qui est déjà dans le chemin, vous ne pouvez pas l'ajouter. On doit visiter chaque sommet exactement une fois. Parmi les choix restants. Ok, vous répétez ça jusqu'à ce que tous les sommets sont dans le chemin. Donc, répétez. D'accord, donc ça c'est du pseudocode. J'ose croire que vous saurez traduire ça en vrai code facilement, mais cet algo glouton, c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de commencer par ça ici et que j'ai ajouté cette arête. Que j'ai commencé par l'arête de poids maximum. Ça, c'était le dernier sommet qui a été ajouté et j'ai ajouté son prochain voisin disponible de poids maximum. Ok, donc c'est l'algo glouton. Il est bien connu cet algo, surtout par les théoriciens, parce que, bon, il y a un théorème, même s'il n'est pas optimal, il nous retourne quelque chose de pas trop loin de l'optimal. Donc, si soit opt la longueur min d'une super séquence. Ce qui se passe, c'est que cet algo glouton nous retourne une solution qui est pas trop loin de l'optimal. Okay.
retourne une super séquence de longueur jamais plus grande que 4 fois l'optimale. Ok, donc cet algo glouton, on peut démontrer formellement que c'est un algorithme d'approximation de facteur 4. Okay? Donc, il peut se tromper, mais il ne sera jamais arbitrairement loin d'une solution optimale. Il donne toujours une séquence qui est jamais pire que 4 fois la longueur d'une séquence optimale. Que c'est pas l'idéal, c'est sûr, là, si on veut reconstruire le génome humain, il y a une différence entre 3 milliards de paires de bases et 12 milliards de paires de bases. Mais c'est quand même des garanties théoriques intéressantes. C'est que ça s'éloigne jamais trop d'une solution optimale. Et je mentionnerai vite fait qu'il y a une conjecture. Donc, si vous avez jamais entendu le terme conjecture, c'est juste un énoncé mathématique qu'on croit vrai, mais qu'on n'a pas de preuve, on ne sait pas. Mais la conjecture dit la même chose, que l'algo glouton retourne une super séquence de longueur jamais plus que 2 fois optimale. Ok, donc on ne connaît pas d'exemple où est-ce que cet algo retourne quelque chose de plus que 2 fois plus long que l'optimal. Okay, on est toujours entre optimal et 2 fois plus long que l'optimal, mais jamais pire que ça. Mais on ne sait pas prouver que c'est toujours jamais, que c'est jamais plus que 2 fois l'optimal. Qu'on voudrait un contre-exemple ou une preuve que ça c'est vrai, si ça vous intéresse. Même si vous trouvez un contre-exemple, c'est tout à fait quelque chose de plus publiable. Ok. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Ok, donc, ce qu'il y a à savoir, c'est vraiment cette idée de réduction. Ben, c'est de comprendre la problématique là, le plus important pour nous, les bioinformaticiens, qu'on a un ensemble de fragments et qu'on veut reconstruire la séquence originale. Et ça passe toujours par ces chevauchements. On veut vraiment maximiser les chevauchements parce que quand deux séquences se chevauchent, ça nous indique qu'il est fort probable que ces deux reads, que ces deux lectures étaient adjacentes dans la séquence originale. Donc, dans la prochaine vidéo, je voudrais parler d'une autre façon de reconstruire des super séquences. Ça passe par encore des graphes, ce qu'on appelle les graphes de Bruin. Et puis, parler un peu de comment on peut accélérer le séquençage sur des espèces qu'on a déjà séquencées. On dit c'est quand on a un génome de référence. Ok, donc à la prochaine vidéo.